fait ce protectionnisme-là. Bien. Et les Africains étaient contents d'avoir un grand pouvoir d'achat. À la veille des indépendances, précédemment en 1958, la France change de stratégie. Elle ne peut pas être quand même la colonie de ses colonies. Donc elle va inventer une monnaie qui est à elle, qu'on appelle le nouveau franc français, de telle sorte qu'elle renverse la situation et un franc CFA qui était égal à 2 francs français est désormais égal à 0,02 francs français, c'est-à-dire 1 franc CFA égale 2 centimes de francs français. On commence à inverser la tendance. Voilà, elle a inversé la tendance. Et c'est resté comme ça, de 1948 jusqu'à la dévaluation de 1994, où maintenant, 1 franc français, non, 1 franc CFA est égal à 1 centime, un seul franc, 1 centime de franc français. Mais professeur, dites-moi, oui. Il y a justement, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer la parité d'échange. Oui. Donc ces textes étaient écrits. Pourquoi en fait ce changement? Est-ce qu'il y a eu une négociation, une entente? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Vous faites bien de poser cette question parce que je vous ai dit, dans tous les pays du monde, puisqu'on touche à la poche, dans la poche des citoyens, la monnaie relève de la compétence exclusive du peuple, c'est-à-dire de ses représentants. Oui. Or, il n'existe nulle part, dans les 15 pays africains, il n'existe nulle part dans leur constitution un acte législatif qui crée ou qui reconnaît le franc CFA comme étant leur monnaie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque c'est une propriété de la France. Donc, il y a des superstructures, c'est-à-dire les institutions de la zone franc CFA, à savoir la conférence des chefs d'État, ensuite le conseil des ministres, et après il y a ce que j'appellerais les institutions d'émission monétaire, c'est-à-dire les banques centrales. Tout à fait. Mais on remarquera que tout ça, toutes ces structures ne sont absolument rien devant la France. Pourquoi? Parce que le franc CFA est d'abord une invention de la France et elle est sous le contrôle de la France. C'est-à-dire, puisque ces 15 pays d'Afrique refusent volontairement de se donner les moyens objectifs du développement de leurs concitoyens, alors ils se contentent d'utiliser une monnaie qui leur est étrangère. Or, lorsqu'on dit monnaie, ça veut dire banque centrale. La banque centrale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas informés sur le système, nous dirons simplement que la banque centrale, appelons la banque des banques, c'est-à-dire la mère de toutes les banques. Les banques où vous et moi, le citoyen lambda, nous avons nos comptes, c'est ce qu'on appelle les banques commerciales ou alors les banques de second rang. Et lorsque un pays qui a sa banque centrale, car rappelons que la banque centrale est d'abord un institut, pour ne pas dire un établissement public, c'est-à-dire c'est la propriété de l'État. Donc, quand l'État veut injecter dans l'économie une certaine quantité de monnaie, elle donne des instructions à la banque centrale qui va, par exemple, baisser son taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. Et les banques commerciales où vous et moi, nous avons notre argent, va aller prendre cet argent, admettons, j'ai dit un exemple au hasard comme ça, si on lui facture 5%, si la banque centrale lui facture 5%, comme elle est par définition une banque commerciale, donc tu fais du commerce, donc tu gagnes de l'argent, elle va donc essayer de mettre encore d'autres points, et par exemple, va nous facturer à 5%, à 6%, 8%, etc. Puisque si elle ajoute 3 points, ça lui fera 5 plus 3, ça fait 8%. Et ainsi de suite. Si l'État, par sa politique monétaire, ne veut pas injecter de l'argent, une certaine quantité de monnaie, elle élève son taux directeur. D'accord. À travers la banque centrale, laquelle banque centrale
va encore facturer à un taux plus élevé, va contraindre les banques commerciales de facturer à leurs clients des taux d'intérêt plus élevés. Mais mieux, elle peut faire ce qu'on appelle un encadrement des crédits. Ou alors faire ce qu'on appelle des crédits sélectifs. Dire qu'on peut vous prêter de l'argent à condition que vous investissez dans ce secteur. Et il y a des moyens, il y a plusieurs moyens. Je ne voudrais pas passer le temps à expliquer tout ça à des téléspectateurs pour lesquels j'ai écrit. De toute façon, nous les renvoyons dans le livre. Ils auront l'occasion de découvrir tout cela. Oui, donc, professeur, vous avez parlé du cours de l'euro qui s'envole, en fait, en ce moment, qui pourrait atteindre, en fait, les 1,54. Il est actuellement à 1,54. Il pourrait atteindre, en fait, 2 $. Dites-moi, professeur, quelle est la conséquence de cette inflation, comme on peut l'appeler ainsi, sur, justement, le citoyen lambda en Afrique? Voilà, disons, la conséquence est directe. Nous allons faire une supposition, et cette supposition, elle peut se réaliser après. On va supposer que 1 euro égale 2 $. Et comme je l'ai dit, puisque ces 15 pays d'Afrique ont refusé l'indépendance monétaire, sont obligés de convertir d'abord en euros. Donc, s'ils ont fait une recette, admettons, de 2 milliards de dollars, ils passent d'abord par l'euro, donc ils vont diviser par 2. Parce que leurs ventes se font en dollars. Parce que la vente se fait en dollars. D'accord. Donc, ils vont convertir en dollars, non, en euros, et ils vont avoir non pas 2 milliards, mais 1 milliard. Du coup, ils ont perdu 1 milliard de dollars. Dans l'hypothèse où 1 euro égale 1 dollar. C'est incroyable cette affaire. Et ce n'est pas fini. Une fois ils ont ce milliard d'euros, ils vont déposer la moitié dans les comptes d'opération. Ah oui, pour garantir leurs achats. Voilà. C'est-à-dire que là encore, il y a ce que je pourrais appeler un mensonge scientifiquement élaboré par la France, puisque quand on parle de ce problème, les gens disent, mais la France garantit notre monnaie. Non. Ceux qui vont lire le livre auront le temps de comprendre. La France ne garantit rien. Ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent leur monnaie. Leur prétendue monnaie, je voudrais dire. Parce que qu'est-ce qu'on entend par le mot garantie, en fait? Il y a dans le franc CFA, il y a ce qu'on appelle les 4 principes. Le principe de la libre convertibilité. Oui, tout à fait, on a vu ça. Le CFA, hier en francs français et maintenant en dollars, non, en euros. On dit la France prend l'engagement, s'engage à garantir cette libre convertibilité. C'est ça, on reviendra dessus. Deuxième principe, c'est le principe de la fixité des parités. C'est-à-dire, entre le franc français, non, hier, et le franc CFA, il y a une parité, il y a un taux de change fixe. Aujourd'hui, c'est l'euro et le franc CFA. Troisième principe, c'est le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération. Et enfin, le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre transférabilité des capitaux des pays de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde. Ces 4 principes, d'une part, et les institutions dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire la Banque centrale, ont été conçus à l'époque coloniale et tous convergent vers un même objectif, c'est-à-dire piller les richesses de l'Afrique au profit de la métropole. C'est ça. Donc, si on prend chacun de ces principes, contrairement à ce qu'on fait comprendre, tout ça, c'est toujours en faveur de la France. Prenons ce principe de la libre convertibilité. Si c'est pour convertir les francs CFA en euros, hier en francs français et en euros, on ne voit toujours pas quel est l'intérêt des Africains à vouloir hypothéquer leur avenir. Je prends un exemple. Je connais un agent de change ici, à la gare du Nord, un jeune Indien, qui me dit, il me donne la certitude que, quel que soit le montant des francs CFA avec lesquels je vais venir d'Afrique, il peut me les convertir. Il me donne la garantie qu'il peut les convertir moyennant perception des commissions, ce qui est normal. Tout à fait. C'est ce que la France a fait. Cette opération commerciale, est-ce que pour ça, on a besoin vraiment
de se rendre ridicule jusqu'à